Bonjour à tous, donc je me présente donc Franck Marchal, donc président de la société InIT, donc ancien consultant. Voilà, c'est une société qui a été créée par des consultants, donc société experte dans toute la partie ESM et donc intégration de ServiceNow. Alors en fait, Accor, c'était plusieurs projets. Initialement, le premier projet, c'est avec Accor SA, donc qui est la holding. Le besoin de la holding, en fait, était de fournir à l'ensemble de ces DSI des services sur tout ce qu'ils géraient. Accor SA, la holding, en fait, gère la partie infrastructure de l'ensemble des DSI des hôtels sur le monde entier. Donc pour ça, ils avaient plusieurs outils. Donc ils avaient un outil de ticketing, un outil de CMDB, un outil de supervision, des outils de découverte, plusieurs outils de gestion de projet. Et ça multiplié par le nombre d'entités qu'ils avaient après. Parce qu'il y a encore ça. Et après, il y a chaque DSI. Non, il y a plusieurs DSI dans chaque pays. Et chacun avait encore d'autres outils. Donc le projet d'Accord SA était en fait de remettre un peu à plat tout ça, de se moderniser et d'industrialiser toute cette partie-là. Et une fois outillés, de proposer, on va dire, leurs services à l'ensemble des DSI pour finalement déployer les bonnes pratiques qu'ils allaient faire en interne. Donc ce projet-là était un projet mondial sur lequel il y avait plusieurs briques. On avait une couche ITSM, donc la gestion de l'informatique interne. Il y avait une couche aussi après CSM, donc pour toute la partie support aux hôtels. D'accord? Donc c'est vraiment la partie métier. Et il y avait une couche ITBM qui était dans un premier temps, on va dire, en phase pilote sur un des services d'Accor SA. Donc ça, c'était l'appel d'offres sur lequel Unity a répondu au mode forfaitaire. Une fois l'ensemble de ces modules déployés, on va surtout faire un zoom sur la partie ITBM. Une fois ce pilote déployé, en fait, on a réussi à montrer la valeur. Alors, c'est pas que Unity, hein, c'est Unity et les équipes d'accord. On a réussi à montrer en fait la valeur que pouvait apporter ServiceNow, la valeur du module ITBM, comment il pouvait s'intégrer, on va dire, avec le SI aussi d'accord. Donc, Accor avait d'autres outils, par exemple la partie Jira pour toute la partie bug tracking. Donc comment en fait ServiceNow s'interface avec tout ça, quelle était la valeur ajoutée. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on a commencé à éveiller aussi la curiosité en fait d'autres DSI. Et on a travaillé par exemple avec la DSI France, qui avait un outil de gestion de projet qui s'appelait Microsoft Project, sur lequel ils avaient une fin de vie, ils avaient besoin de l'arrêter en 2 mois. Alors, ils devaient arrêter, ils n'avaient plus de licence, ils n'avaient plus de support, donc ils devaient l'arrêter en 2 mois, donc une période très courte. Donc ce projet-là, donc ce deuxième projet, s'est servi du pilote d'Accor SA pour faire un déploiement très rapide. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a continué à travailler avec Accor SA et les autres DSI pour faire un déploiement, on va dire, au fil de l'eau, par formation, par accompagnement, etc. Bonjour à tous, donc je me présente, Omar Atarki, consultant expert ServiceNow sur les produits ITSM et ITBM. Et donc effectivement, je suis le consultant qui a été en charge de la mise en place et de l'implémentation du produit chez Accor. Alors avant le remplacement de MS Project, la première phase était l'implémentation pour le périmètre Corp, donc Accor SA. Donc avant de remplacer MS Project au sein de DIC France, on a cherché à remplacer tous les fichiers de pilotage Excel que pouvait avoir au quotidien Accor SA, donc la première entité. Donc ce qui a été implémenté sur ce premier périmètre, c'est une couche très particulière de ITBM qui est le module de gestion capacitaire, donc Resource Management. Donc ce dont avait besoin Accor SA à cette époque-là, c'est d'un outil assez performant pour pouvoir analyser la charge future sur leur projet et la charge qu'il allait falloir assumer au sein de leurs équipes. Donc c'est passé effectivement par toute une phase pilote, cette implémentation, une première phase pilote. Donc l'idée c'était de modéliser un petit peu les données organisationnelles dont ils avaient besoin pour pouvoir utiliser cet outil-là. Donc par exemple, la gestion de la charge se fait sur des équipes. Donc première phase c'était la modélisation de ces équipes. Et ensuite, on est rentré dans le process en lui-même de la gestion capacitaire pour pouvoir l'adapter à leurs besoins en termes d'usage et en termes de customisation qui ne s'écartent pas trop, qui sont tolérables par rapport aux standards. Donc ça, c'était pour la première phase.
ça a été accompagné d'une reprise de données assez intensive. Pourquoi? Parce que tous les fichiers de pilotage qui modélisaient les plans de charge, d'accord, ont été réinjectés dans ServiceNow sur la base d'un template pour pouvoir tout simplement continuer leur travail, le travail qui était déjà en cours dans l'outil en lui-même. Donc, une fois que cette phase a été réalisée pour Acoressa, donc implémentation de la gestion capacitaire, eh bien, effectivement, on est parti sur un deuxième périmètre qui était l'implémentation du module gestion de projet en lui-même pour la DSI France. Donc, Acoressa, dans un premier temps, avait besoin de la gestion capacitaire et DSI France et a été embarqué sur la même instance, sur le même outil pour la partie gestion de projet. Donc à ce niveau-là, l'enjeu, le premier gros enjeu, c'était la ségrégation des données. Le souci qu'on pouvait avoir, c'était que des projets qui existaient côté Acoressa ne devaient pas être visibles côté DSI France et vice-versa. Donc pour ça, on a dû mettre en place un système de cloisonnement de données qui répondait à leurs besoins. Donc l'idée très basiquement, c'est que les données importantes dans le module ITBM sont taguées sur la base d'un tag et bien, en fonction du profil de l'utilisateur, il est en mesure de voir ou non les données, des données financières, des données projets, des données capacitaires, etc. Donc DSI France, l'objectif c'était de décommissionner MS Project, donc leur ancien outil qui est arrivé en fin de vie en termes de licence. Donc l'objectif c'était vraiment de ne pas renouveler les licences au-delà de 2 mois, donc c'était un projet qui allait très vite. Donc bien évidemment, pour aller aussi vite, on a vraiment respecté les standards de l'éditeur. On a fait des customisations très raisonnables qui n'impactaient pas aussi de l'autre côté Acoressa. Donc c'était ça aussi l'enjeu, au-delà de la ségrégation des données, c'était de faire des customisations d'un côté et de l'autre qui n'impactaient pas, des adaptations des custos qui n'impactaient pas chaque entité. Donc suite à l'implémentation du module projet pour DSI France, eh bien, on a eu aussi une phase importante, comme pour Acoressa, une phase importante de reprise de données. Donc, avant de décommissionner MS Project, l'objectif, c'était vraiment de ramener l'ensemble des projets. Donc, quand je parle de projet, je parle à la fois de la structure d'un projet en lui-même, mais aussi du planning associé. D'accord? Donc, on va avoir pas mal de tâches. On peut avoir des projets qui contenaient jusqu'à 2000 tâches. Et l'idée, c'était de les rapatrier grâce à un connecteur standard fourni par ServiceNow qui permet d'importer des fichiers au format MPP, donc des fichiers de MS Project. Donc, une fois que cette reprise de données a été réalisée, eh bien, DSI France a eu un besoin de formation de manière analogue à Acoressa. Et donc, Inity a disposé 3 jours de formation sur la partie gestion de projet, sur ce qui a été implémenté pour le client, pour DSI France. L'idée, c'était de former des utilisateurs qui, à leur tour, allaient former leurs équipes. Donc, voilà pour les deux grandes phases assez résumées. Donc, la première qui concerne Acoressa et l'autre DSI France. Alors le premier gros objectif, c'était de cadrer les choses. Alors, pourquoi cadrer les choses? Parce que pour Acoressa comme pour DSI France, ils étaient dans des outils qui n'étaient pas forcément très processés. Donc déjà, Acoressa était sur du Excel et DSI France était sur MS Project, qui est un outil qui s'apparente pas mal à du fichier Excel également, quand on rentre dans le fond des choses. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un cadrage dans l'outil de la part des services, c'est-à-dire qu'on a un process, on doit le suivre de A à Z. Au-delà de ça, c'était aussi d'avoir une cohérence sur les données, c'est-à-dire que de profiter du modèle relationnel de service que propose ServiceNow, de sa robustesse, donc d'avoir une cohérence entre les projets, entre les coûts, entre les budgets, ce genre de choses. Et aussi d'avoir des outils de reporting assez avancés, assez puissants, parce que ServiceNow fournit du reporting et du dashboard transverse à la plateforme. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'est pas obligé de se cantonner simplement au standard qui est fourni sur du reporting. On peut vraiment aller sur des vues très dédiées. Et c'est ce qui s'est passé pour Acoressa. Donc on a eu l'occasion de mettre en place des dashboards très avancés et qui étaient adaptés à leurs usages sur l'analyse des plans de charge et de la gestion capacitaire. Pareil pour DSI France, sur la gestion de projet, ils avaient besoin d'avoir des données financières agrégées par région, par offre de déploiement. Et ça aussi, on a réussi à le mettre en place avec le système de reporting fourni par ServiceNow. Donc c'était ça les gros objectifs pour chacun des deux. En termes de problèmes, alors au début, les problèmes dans le déroulement du projet, ça a été de réussir à embarquer tout le monde dans le système, dans le standard. Là où je veux en venir, c'est que le client ou certains représentants du client demandaient pas mal de spécificités et les problématiques, c'était de réussir à cadrer les choses pour rester dans le standard en termes d'usage
et répondre aux spécificités sans détourner l'outil. Donc ça a toujours été ça le point d'alerte tout au long de l'implémentation, c'est vraiment de rester dans le standard pour éviter les problèmes de montée de version dans le futur. Donc ça c'était le premier souci que j'ai eu à gérer de mon côté. L'autre souci, je dirais que c'était les imports de données. Alors pourquoi les imports de données? Parce que entre le fichier que fournit le client et la version qu'attend ServiceNow pour l'import, on a un delta qui peut être assez important parfois. Et parfois, l'écart était tellement important et les données tellement volumétriques que l'on a dû mettre en place de notre côté Init, des systèmes de transformation hors outil, des systèmes de transformation de fichiers pour pouvoir injecter les données proprement dans ServiceNow. Un exemple très parlant, c'est le calendrier des absences des collaborateurs. Pour la première phase d'Accord SA, pour apporter ces absences-là, il fallait une vue table. L'idée, c'est ça, c'est qu'il fallait un template Excel en vue table avec des colonnes qui représentent les différentes données des absences, alors que le client fournissait une vue très complexe calendrier de toutes les absences de l'ensemble de ses équipes. Aujourd'hui, chez Accor, il n'y a pas de contact direct, d'intégration directe entre Jira et ServiceNow sur la partie gestion de projet. Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe en fait, c'est que les demandes d'évolution, des demandes d'évolution au sein d'Accor ou des bugs, comme le disait Franck tout à l'heure, des tickets d'incidence seront toujours traités au sein de Jira. Si j'ai besoin d'une évolution sur le produit, ça sera logué basiquement au sein de Jira. Donc en fait, Jira reste l'outil de gestion de projet au sein d'Accor pour notamment l'implémentation et les évolutions à mettre en place au sein de ServiceNow. Donc c'est pour ça aujourd'hui, Accor utilise vraiment les deux outils en parallèle. Donc pour ce qui est projet interne, projet de réalisation interne, donc des projets de développement de solutions informatiques, ce genre de choses, eh bien ça va être tracé dans ServiceNow. Mais derrière, les demandes d'évolution des outils en production et des corrections des anomalies, ce sera plutôt sur Jira. Donc on a les deux qui fonctionnent en parallèle chez le client. On est en mesure de connecter très rapidement ServiceNow, une instance ServiceNow, une instance Jira sur le marché. C'est ce qu'on appelle un spoke. En fait, on installe un spoke dédié Jira. Et l'idée, c'est vraiment de simplement configurer les credentials, les données dont a besoin le spoke pour pouvoir communiquer avec Jira. Donc, ça va être un nom d'utilisateur, un mot de passe, éventuellement, ça va être aussi des tokens, ce genre de choses. Ça dépend du niveau de sécurité fourni par le spoke. Et bien, suite à ça, on va pouvoir à l'aide du flow designer dans ServiceNow, déclencher des actions relatives à ce spoke. C'est-à-dire qu'on sera en mesure de mettre en place des process qui vont synchroniser de manière bidirectionnelle des informations entre les deux systèmes, et tout ça sans développement spécifique. C'est ça la force de l'outil, c'est que c'est déjà prêt à l'emploi, on connecte, et ensuite on design le process. En termes de best practice, c'est déjà de se focus sur ce qui peut vraiment apporter de la valeur ajoutée au sein de l'ITBM. Pourquoi je dis ça? Parce que ITBM, c'est un outil très très riche. Quand on zoome un peu plus dans ITBM, on arrive sur la solution PPM qui intéresse la plupart des clients, donc le module gestion de projet. Et même au sein de PPM, on a une multitude de couches. Et en fait, déjà, premier conseil, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui aurait de la valeur ajoutée dans l'immédiat et concentrer les efforts dans une première phase sur les couches qui nous intéressent. L'exemple avec Accor SA, c'est qu'ils ont vraiment mis de leur côté toute leur force en termes de déploiement sur la partie gestion capacitaire. La gestion capacitaire, qui correspond à l'application Resource Management, ce n'est que l'une des couches de PPM. Donc ce serait mon premier conseil, sélectionner ce qui va être utile dans l'immédiat, à court terme. Ensuite, c'est tout simplement de rester le plus d'équerre possible avec le process fourni en standard par l'éditeur. Là où je veux en venir, c'est que en termes de customisation, on ne va jamais chercher à dérouter totalement le process. On va rester dans les grandes lignes de l'éditeur. Et ce qu'on va chercher à ajuster en général, ça va être des champs supplémentaires. Si on a besoin de loguer des infos en plus sur des projets ou des demandes, ça va être éventuellement des mappings supplémentaires et surtout, ça va être de la visualisation très dédiée. Donc, ça va être du reporting, du dashboard, ce qui n'impacte pas du tout le standard. Donc, ce serait ça mon conseil, c'est vraiment de chercher à se mettre d'équerre avec le standard. Pour deux raisons, déjà parce que ça, en termes de propreté d'implémentation, forcément on sera plus dans les cordes de l'outil, et derrière pour les montées de version, on aura moins d'impact et de collisions à gérer et de choses à reprendre derrière.
ça fait partie vraiment de l'offre in-IT à 100%. Dans toutes les implémentations qu'on fait, quels que soient les modules, on fait ce qu'on appelle un 95% out of the box, c'est-à-dire 95% vraiment sorti de boîte, c'est-à-dire qu'on se laisse que 5% de marge de développement, de customisation de l'outil. Alors ça veut pas, dedans, on ne compte pas les injections de données, les interfaces, etc. Mais comme l'a dit Omar, ça permet d'avoir un outil pérenne dans le temps, qui aussi est connu de tout le marché. Voilà, l'avantage de ServiceNow, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires, il n'y a pas que IT. Beaucoup de gens ont la connaissance, mais ont une connaissance d'un outil standard, pas d'un outil ultra customisé. Donc l'avantage de rester aussi standard, pour les clients, bah, finalement, ils peuvent changer plus facilement de partenaire, ils peuvent aussi plus facilement monter en compétence dessus avec des formations éditeurs, et ils peuvent aussi bah, avoir des maintenances plus faciles avec des montées de version plus rapides. Voilà, c'est aussi pour ça que notre méthodologie s'appuie là-dessus. Alors, comment on fait pour la tenir? En fait, on réalise des ateliers, et dans ces ateliers, on va dire le consultant, donc le consultant principal, par exemple, dans le rôle d'Omar, est de visualiser tout ce qui est ressortir, tout ce qui sortirait du standard. Et tout ce qui sortirait du standard, le but, c'est de ne pas, toutes les demandes, c'est de ne pas acter tout de suite en atelier bah, si c'est normal, si on doit le faire ou pas. C'est de le remonter. Et après, nous, on organise ce qu'on appelle des comités out of the box. Dans ces comités-là, on met des gens, des décideurs, dans lesquels on leur présente, on va dire, l'écart par rapport au standard, quel est l'impact. Est-ce que nous, in IT, on le prend quand même dans le projet? Parce que qui dit sortie du standard, ça ne veut pas dire qu'on ne le prend pas dans le projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se réserve toujours 5% de marge pour justement sortir du standard, parce qu'un outil sorti de boîte ne répond jamais à 100% à un client, il faut toujours quand même le customiser. Et une fois ce comité réalisé, en fait, c'est des comités assez courts de décision, ça redescend en atelier en disant, voilà, ce besoin est acté ou pas, et on a fait le retour, et ça permet, on va dire, de ne pas faire des développements dans tous les sens et d'avoir une solution avec un ROI maîtrisé et, voilà, et suivi. Ce que peut apporter Inity, hein, c'est bah, l'expérience que l'on a bah, sur le module, l'expérience qu'on a aussi sur ce métier, d'accord, de gestion de projet, mais aussi on connaît aussi l'ensemble des autres modules. Voilà, ProBTP a déjà une instance, une grosse instance sur laquelle ils ont plusieurs modules, etc. Et l'intégration, on va dire, d'un nouveau module dans une plateforme existante, ça c'est des choses que Inity fait très régulièrement. Ça nous arrive régulièrement chez des différents clients de travailler avec d'autres partenaires qui utilisent déjà une instance ou récupérer des instances qui sont déjà paramétrées, installées, etc., sur lesquelles on intervient sur un nouveau module. Donc déjà, cette expertise est assez intéressante et assez importante pour BTP. Et ce qui serait surtout intéressant, c'est toute cette méthodologie qui permettrait à un client comme ProBTP qui ne connaît pas encore ce module de connaître les bonnes pratiques, de déployer de la bonne façon, d'utiliser, comme l'a dit tout à l'heure Omar aussi, les bons modules au bon moment, de la bonne façon, de ne pas les détourner, de rester assez proche du standard et aussi ben, voilà, de tenir des délais assez courts. Donc, je m'appelle Stéphanie Bourdon, je suis ingénieure d'affaires chez InIT et je suis l'interlocutrice privilégiée pour la relation client au sein d'InIT. J'ai demandé au chef de projet Accor s'il était disponible pour un échange avec ProBTP et on vous propose justement de pouvoir évoquer ce projet Accor de vive voix avec les interlocuteurs du client le 18 mai au matin entre 10h et midi. Voilà, c'est un créneau qui a été dégagé pour cela.